Donc voilà, dans cette séance, on va essayer de parler de la paléogéographie du Rif. Donc voilà la paléogéographie du Rif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la paléogéographie du Rif? C'est-à-dire, on va reconstituer les environnements sédimentaires au cours du dépôt des différentes séries rifaines, depuis le Rif interne jusqu'à Rif externe. Donc, comme généralité, le Rif, c'est le résultat de la collision entre deux continents suite à la disparition de l'océan qui les sépare. Donc, la chaîne rifaine, c'est une chaîne de collision qui est liée, bien sûr, à la disparition d'un océan qui, qui sépare, bien sûr, deux plaques. Cet océan, c'est la Tétis. Donc, les témoins de ces deux continents dans cette chaîne sont les unités tectoniques du Rif interne, d'une part, et les unités structurales du Rif externe. Donc, on a le Rif externe au sud, le Rif interne au nord, et le rapprochement entre ces deux parties ont généré la chaîne rifaine. Donc, c'est une chaîne de collision. Donc, les témoins de l'océan tétisien disparu se trouvent actuellement dans les nappes de Flysch. Donc, pour revenir à la paléogéographie du Rif et comment on a pu détecter cet océan tétisien, c'est les roches qu'on a trouvées dans les nappes de Flysch. Donc, on va voir ça en détail. Donc, la paléogéographie du Rif est difficile à reconstituer parce que vous connaissez le Rif, sont des unités alloctones, la plupart des unités sont alloctones, charriées, donc pour reconstituer un matériel alloctone, c'est un petit peu difficile relativement au matériel autochtone, par exemple, comme l'anti-atlas ou bien le moyen et le haut atlas, sont des unités autochtones, donc la reconstitution paléogéographique est facile. Par contre, dans le Rif, les unités sont alloctones, charriées, déplacées, ce qui rend la reconstitution plus ou moins difficile. Donc, la paléogéographie du Rif est difficile à reconstituer, surtout à cause de ces unités tectoniques en grande partie alloctones, ayant subi des déplacements tangentiels importants. Donc, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Le déplacement tangentiel, c'est un déplacement de charriage, c'est les nappes de charriage. Donc, dans ce chapitre, nous allons tenter de reconstituer cette paléogéographie domaine par domaine, puis à la fin pour l'ensemble de la chaîne. Donc, on va reconstituer paléogéographiquement unité par unité. On va commencer par le Rif externe, puis le Rif interne, puis les nappes de Flysch. On va suivre cette démarche pour reconstituer la paléogéographie du Rif. Donc voilà, je commence par la paléogéographie du Rif externe. Donc je vais commencer par la partie sud, c'est le Rif externe. Donc le Rif externe, comme vous le savez très bien, est constitué par des unités autochtones ou para-autochtones, ayant subi très peu de déplacements tangentiels. Et on a déjà vu ça, il est constitué par l'intrarif, le mésorif et le prérif. Et par des unités alloctones, bien sûr, qui sont déposées au-dessus de ces trois unités. Ce sont les nappes rifaines, telles que la nappe de Sanhaja, la nappe d'Aknoul, la nappe de l'Habt, la nappe de Wazentsoul. Donc, ces éléments, elles font partie du Rif externe. Ce sont des nappes déposées dans le Rif externe et qui sont décollées des unités précédentes, voilà, les unités précédentes, c'est-à-dire l'intrarif, mésorif et le prérif, et ayant glissé vers l'extérieur de la chaîne. Ils ont subi un charriage vers le sud. Donc voilà l'intrarif, le mésorif et le rif externe. Donc voilà les différentes unités qu'on va reconstituer paléogéographiquement. Et bien sûr, les nappes rifaines, telles que ici la nappe Sanhaja, Aknoul, puis la nappe L'Habt, et au sud la nappe Wazentsoul. Donc le Rif externe représente
l'ancienne marge africaine de la Titis. Donc, il faut mettre dans la tête que le rift externe fait partie de la marge africaine. Donc, la Titis était au nord et au sud se trouve la marge africaine, qui serait exclusivement de l'avant-pays vers le large. Donc, des pré-rives externes, pré-rives internes, mésorives et intra-rives et du terrain constituant les nappes riphaines avant leur décollement. Donc, voilà le rift externe. Elle forme la marge africaine, c'est-à-dire elle fait partie de la plaque africaine. Elle ne fait pas partie de la plaque d'Alboron. C'est le rift interne qui fait partie de la plaque d'Alboron. Donc, elle représente l'ancienne marge africaine de la Titis, bien sûr, c'est parce que entre la plaque d'Alboron et la plaque africaine se trouve la Titis. Donc, de l'avant-pays vers le large, c'est-à-dire du pré-rift externe, c'est l'avant-pays, et le large, c'est l'intra-rift. Lorsqu'on dit le large, c'est la partie profonde. OK, donc en se déplaçant de la bordure de l'océan vers l'intérieur, c'est-à-dire de l'avant-pays vers le large. Et dans la bordure, on trouve le pré-rift externe, et dans la zone profonde, on trouve l'intra-rift. Et bien sûr, on trouve aussi, bien sûr, les nappes riphaines avant leur décollement, c'est-à-dire au cours de leur dépôt. Voilà ce schéma qu'on a vu qui explique ça. Donc voilà, ici, c'est les flèches. Voilà l'intra-rift, le mésorift et le rift externe, le pré-rift externe. Ça, c'est après le serrage. C'est le Miocène supérieur. Donc, vous pouvez voir ici, cette marge-là, c'est le pré-rift. Elle est moins profonde. Le mésorift, l'intra-rift, qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire c'est très proche de la croûte océanique. Donc, c'est des turbidites, sont des éléments très profonds. Donc, ça, c'est la bordure, l'avant-pied, et ici, c'est le large. C'est pour cela qu'on a dit de l'avant-pied vers le large. Le pré-rift externe, interne, mésorift et intra-rift se trouve dans le large. Voilà l'emplacement de la Titis ici. Vous pouvez la voir ici, l'emplacement de la Titis. Puis l'intra-rift, le mésorift et le pré-rift. Ça, c'est au cours de dépôt. C'est pour cela qu'on parle de paléogéographie. Et ça, c'est la branche tétisienne qui se trouve entre l'intra-rift et le mésorift qu'on a identifié par la présence de péridotites et des serpentinites, des ophiolites. Voilà les péridotites de Bnei Bozra, les ophiolites de Sanhaja. On a vu ça dans la séance précédente. Donc sur 4, vous pouvez voir ici la plaque d'Alboron, ici l'intra-rift. OK, donc l'intra-rift et au sud, bien sûr, vous pouvez trouver le rift externe, le pré-rift externe et le mésorift. Donc voilà, ici c'est la plaque d'Alboron, ici c'est la plaque africaine. Regardez, ici c'est le pré-rift, ici c'est Bnei Melk, là où on a observé des péridotites. Donc cette branche entre les deux, ça c'est la ceinture tétisienne qui est confirmée, et lorsqu'on la met en entièreté, ça veut dire épodictique. On suppose que cette ceinture phyolitique ou bien périodique passe ici hypothétiquement. Voilà, ici on trouve la ceinture, les traces de l'océan. Voilà, c'est pour cela qu'on avait ici Bnei Melk. Et entre l'intra-rift et le bloc d'Alboron, bien sûr, on a vu ici des péridotites. Donc, c'est surtout dans le rift interne. Donc, vous avez le nord du rift ici, c'est-à-dire Tanger, Tétouan. Ici, c'est les Bohoya, dans la région de l'Hussima. Et on a vu des traces de cette océan dans les Bohoya. L'intra-rift, c'est le mésorift. Et au sud, c'est le pré-rift externe, interne et externe. Donc, voilà.
Donc, cette marche était peu profonde dans le prérif et de plus en plus profonde vers le méso et l'intrarif, bien sûr. C'est ce qu'on avait. Donc, les zones les moins profondes qui se trouvent dans l'avant-pied ou bien la bourdir, c'est les zones prérifènes, vous pouvez voir ici. Et les zones les plus profondes se trouvent dans l'intrarif et les nappes périphénes, ici. Donc, cette marche était peu profonde dans le prérif et de plus en plus profonde dans le mésorif et l'intrarif. Ceci est attesté principalement par les formations du Jurassique supérieur, donc par les formations du Jurassique supérieur, flysch, type Firish, donc ce sont des turbidites, et du Crétacé inférieur, les flysch du Ctema. Donc, voilà, donc, sont deux témoins de cette profondeur, ces flysch-là, qui sont des turbidites profonds, qui indiquent cet approfondissement ici. Donc, c'est l'unité de Ctema et l'unité de Tanger, bien sûr, et puis l'unité de Locus qui marque des, des, une sédimentation d'une mer profonde. Donc, ça commence depuis le Jurassique. Donc, voilà, ici, vous pouvez voir l'approfondissement vers le large. Ici, c'est vers l'intérieur, c'est vers l'intrarif. Elle est de plus en plus moins profond vers la zone prérifène. Donc, l'approfondissement du sud vers le nord. Elle est attestée, bien sûr, par les faciès jurassiques inférieurs qui marquent cet approfondissement. Donc, ce sont des dépôts de mer profonde déposés dans l'intrarif et le mésorif et pas ou très peu dans le prérif. Donc, dans le prérif, la sédimentation elle est très réduite ici, voire même absente ici. Vous pouvez voir cette forme de lentille qui se biseaute ici. Donc, on a une zone haute ici. Donc, la sédimentation est faible, voire même absente. Ça veut dire que au cours de dépôt, parce que lorsqu'on parle de paléogéographie, il faut imaginer les choses qui se passent au cours de la sédimentation. Donc voilà, la zone intrarifène et mésorifène, c'est une zone profonde. Les zones de prérif sont des zones moins profondes avec une sédimentation réduite, voire des lacunes sédimentaires. Et même le faciès, bien sûr, il indique, c'est des turbidites distales qui marquent cet approfondissement-là. Donc, le passage entre le mésorif et l'intrarif n'a pas été cependant continué à la fin du Jurassique. Donc, le passage entre mésorif et l'intrarif n'est pas continu, surtout au cours du Jurassique. La marche continentale africaine a subi un amincissement cristal drastique durant cette période qui a fini par dénuder le manteau. Donc voilà pourquoi on a dit ça, pourquoi on a dit que le passage entre le mésorif et l'intrarif n'a pas été continu à la fin du Jurassique, parce que à cette période, on a un amincissement cristal qui aboutit à faire monter le manteau. C'est pourquoi qu'on a trouvé des périodocytes dans la région de Bni Melk. Essayez de voir la séance précédente. On a trouvé des périodocytes dans la région de Bni Malik. C'est la preuve qu'on a une dénudation du manteau. Donc, amincissement important de la croûte jusqu'à l'apparition du manteau. La preuve, c'est la présence de périodocytes. Et par l'apparition d'une croûte océanique aussi, des ophiolites à la base nappe Sanhaja. Donc, ces deux critères indiquent qu'on a une dénudation du manteau et l'ouverture océanique. Donc, voilà les ophiolites de Sanhaja. Voilà, ici, on a une dénudation du manteau et apparition des ophiolites de Sanhaja. Donc, la zone de suture de ce sillon océanique se trouve actuellement à la limite entre mésorif et prérif et l'intrarif. Donc, voilà, ici, on a trouvé dans cette zone les ophiolites de Sanhaja. Donc, ça veut dire que le sillon passe entre les deux, entre l'intrarif et le mésorif. Donc, les flysch ferriques du Jurassique du Crétacé inférieur se développent dans l'intrarif et mésorif et sont plus épaisses dans l'intrarif. Même l'épaisseur, si on compare l'épaisseur des sédiments entre l'intrarif et le mésorif, on va voir que l'épaisseur est plus importante dans l'intrarif parce que
la croûte océanique se trouve vers l'intrarif, c'est-à-dire un approfondissement vers le nord. N'oubliez pas que cette coupe, elle est nord-sud. Ici, c'est le sud, et ici, c'est le nord. Donc, l'approfondissement de l'océan, c'est vers le nord. Et bien sûr, entre les deux, on a une branche de cet océan, caractérisée par la présence des ophiolites à la base de Sanhaja. Donc, la croûte océanique se développe entre l'intrarif et le mésorif, ophiolite de Sanhaja. Et puis, une autre remarque, au Miocène inférieur, tout le rift externe a une sédimentation uniforme. Donc, cette subsidence importante dans l'intrarif et cette épaisseur très importante dans l'intrarif relativement au mésorif et prérif va s'arrêter au fur et à mesure au cours du Miocène inférieur. Donc, au cours du Miocène inférieur, on ne va pas trouver une grande différence. Regardez là, la sédimentation elle est horizontale ici. Donc, la subsidence revient presque uniforme. On n'a pas une grande différence entre le prérif et l'intrarif, et le mésorif, bien sûr. Donc, voilà, cette paléogéographie va se ralentir et jusqu'à disparition au cours du Miocène. Voilà, cette flèche vous indique le décollement des nappes rifènes ici. Au Miocène supérieur, la sédimentation marine se développe dans le prérif externe et le sillon sud-rifin, ouverture du bassin d'avant-fosse. Si vous voyez ici au Miocène supérieur, là, regardez, la sédimentation et l'épaisseur du sédiment est renversée. On trouve une épaisseur plus importante du côté sud et elle diminue vers le nord. Parce que ici, on n'a plus la Tétis, on a l'Atlantique qui va transgresser de ce côté. Donc l'approfondissement sera du côté atlantique. Et au fur et à mesure qu'on se déplace vers le nord, on n'aura pas de sédiments. Par exemple, ici, cette partie de l'intrarif ne présente pas cette sédimentation du Miocène supérieur. Donc c'est une transgression du Miocène supérieur qui vient du sud vers le nord, ou bien du sud-ouest, là où il y a l'Atlantique, vers le nord-est. Et si on compare, bien sûr, les épaisseurs de sédiments, on va trouver, l'épaisseur totale, bien sûr, on va trouver ici 6000 mètres au niveau de l'intrarif. Voilà, c'est 6000 mètres, et là, c'est 4500. Donc, ça veut dire que la subsidence au cours des temps géologiques, surtout au cours du Jurassique et Crétacé, était très importante dans l'intrarif relativement au prérif. Donc, c'est 6000 mètres contre 4500 mètres. Donc, c'est une très grande différence. Donc, si on résume tout ça, c'est une paléogéographie d'une marge continentale passive, ce que vous connaissez. C'est-à-dire ici une plateforme qui va vers le talus. Et bien sûr, si on continue, on va vers la ride midi-océanique. Donc, c'est une marge passive classique qu'on connaît partout dans les océans en période de distension, c'est-à-dire comme l'Atlantique actuellement. C'est une marge passive, comme la marge marocaine. La marge marocaine atlantique, c'est une marge passive. Donc, c'est la même chose qu'on a trouvé dans le Rif ici. Vous voyez, cette géométrie est typique pour les marges passives. Maintenant, je passe à la paléogéographie du Rif interne. La paléogéographie du Rif interne, elle est différente, bien sûr, par rapport à la paléogéographie du Rif externe. On vient de terminer avec la paléogéographie du Rif externe. Donc maintenant, on passe à la paléogéographie du Rif interne. Et après, on passe à la paléogéographie des nappes de Flysch. Donc, on commence tout d'abord par des données stratigraphiques, sédimentologiques et structurales. Donc, certaines données géologiques peuvent aider à constituer la paléogéographie du Rif interne. Donc, pour constituer la paléogéographie de n'importe quelle région, il faut se baser sur plusieurs critères.
Les cratères sédimentologiques, stratigraphiques, tectoniques et métamorphiques, volcaniques et tout. Donc, il faut rassembler toutes les données pour donner une paléogéographie proche de la réalité. Donc, certaines données géologiques peuvent aider à reconstituer la paléogéographie du rift interne, partant du principe que les différents ensembles structuraux du rift interne ont constitué une unique marge continentale. Donc, on va supposer que les différents ensembles structuraux du rift interne font partie d'une seule marge du continent qui est entré en collision avec le nord de l'Afrique, c'est-à-dire avec le rift externe. On a vu tout à l'heure que le rift externe fait partie de la marge africaine. Donc, on a une collision entre la plaque d'Alboran et l'Afrique du Nord, là où on a le rift externe. Donc, c'est une collision entre le nord d'Afrique, avec le nord de l'Afrique et le sud de l'Ibérie. Donc, c'est la microplaque Alcapica ou bien l'Alboran, parce que l'Alboran prend le nom aussi de la microplaque Alcapica. Qu'est-ce que ça veut dire Alcapica? Ça veut dire Alboran, AL, KA, c'est Kabylie, PE, c'est Péloritain et KA, c'est Calabre. Donc, Calabre, c'est. Donc, le Péloritain, c'est en Sicile et Calabre, c'est au sud de l'Italie. Donc, on va commencer par la zone interne qui est les Siptites. Donc, on va commencer par la paléogéographie des Siptites. Donc, les Siptites n'ont pas de couverture secondaire. Donc, on va essayer de démontrer la relation entre les différentes unités, Siptites, Gomarites et dorsales calcaires. Le premier argument, les Siptites n'ont pas de couverture secondaire plus récente que le Trias supérieur. Donc, la série la plus récente au niveau des Siptites, c'est le Trias supérieur. On n'a pas le Jurassique, on n'a pas le Crétacé ni le Tertiaire au niveau des Siptites. Il dérive d'un socle ancien, probablement précambrien. Le socle des Siptites, c'est un socle précambrien. Donc, vous avez une couverture sur le top de la série, le sommet de la série, c'est le Trias supérieur, et la base, le substratum, c'est du précambrien. Les nappes goumarides n'ont pas de socle plus ancien que l'ordovicien silurien. Donc, la base du gomaride, c'est l'ordovicien silurien. On n'a pas de cambrien au niveau du gomaride. Donc, c'est la série la plus ancienne au niveau du gomaride, c'est l'ordovicien silurien. Les conglomérats ordovico-siluriens remaniés des galets, du granit et du gneiss ancien. Donc, la base du gomaride, à la base du gomaride, on trouve des galets. Ces galets sont constitués du granit et du gneiss ancien qui vient fort probablement des Siptites. Donc, première conclusion, les Siptites pourraient être donc le substratum du gomaride. Pourquoi? Parce qu'on trouve des galets ici, des galets qui proviennent des Siptites. Ces galets sont formés par des granites et des gneiss qu'on a trouvés dans les Siptites. Donc, le substratum peut être les Siptites. Donc, les Siptites pourraient être donc le substratum des gomarides. La première conclusion. Certaines nappes gomarides comportent des résidus d'une couverture secondaire et tertiaire, semblable à la couverture de la dorsale interne, c'est-à-dire des couches. Les couches supérieures des gomarides contiennent une série secondaire et tertiaire qui nous rappelle de la couverture de la dorsale interne. Donc, on a une certaine similitude entre les gomarides, c'est-à-dire la couverture du gomaride, et la dorsale interne. Ce n'est pas externe, la dorsale interne. Donc, deuxième argument, certains nappes gomarides ont leur série dévonienne déformée par des turbidites et des calciturbidites. Voilà, et affectée par une déformation iovarisque antivisienne. Donc, ces critères-là, ces dernières données rappellent la meseta hercynienne orientale. Parce que dans la meseta
hercynienne orientale, on trouve, pardon, donc je vais essayer d'arrêter et relancer le zoom parce qu'elle vient de s'arrêter automatiquement.